Alors, bienvenue. Début 2026 et l'économie en Afrique de l'Ouest, elle nous envoie des signaux vraiment fascinants, parfois même contradictoires. Pour y voir plus clair, on va se pencher sur 3 histoires, 3 trajectoires bien distinctes qui, ensemble, nous donnent une image assez complète de ce qui se passe. Alors allons-y, plongeons directement dans le vif du sujet. La grande question qu'on se pose, c'est quelles sont les vraies tendances de fond qui secouent les marchés de la région en ce moment ? Pour y répondre, on va regarder ça sous 3 angles bien précis. La volatilité, la divergence et la transformation. Ok, premier arrêt, la Bourse régionale des valeurs mobilières, la fameuse BRVM. C'est le marché boursier commun à 8 pays de la zone, pour rappel, et vous allez voir, si on s'en tient aux gros titres, aux indices généraux, on passe complètement à côté de l'essentiel. Alors, si on regarde les chiffres bruts de la première semaine de janvier, on se dit, bon, pas terrible. Le marché a fini dans le rouge, l'indice composite, celui qui prend tout le monde, a baissé de 0,73%. Le BRVM 30, qui regroupe les 30 plus grosses boîtes, a fait un peu moins bien, moins 0,83%. Bref, une petite baisse généralisée. Mais c'est justement là que ça devient hyper intéressant. Parce que derrière cette moyenne un peu tristounette se cachent en fait des performances complètement folles. C'est vraiment une histoire de contraste, avec d'un côté des boîtes qui s'envolent et de l'autre, des entreprises qui piquent du nez de façon assez brutale. Allez, regardons un peu les gagnants. Le chiffre qui saute aux yeux, c'est la performance de Kronosiem Côte d'Ivoire. Plus 41% en une seule semaine. C'est juste exceptionnel. Ça montre bien que les investisseurs ont une confiance énorme, mais dans cette valeur bien précise. Et maintenant, l'autre face de la pièce. Le titre CETAO, lui, il a carrément dévissé de 12,5%. Faites le calcul, en une seule semaine, on a plus de 50 points d'écart entre le premier et le dernier de la classe. Ça, c'est l'illustration parfaite de la volatilité du marché. Un environnement où on peut gagner gros, mais aussi perdre gros, très vite. Bon, on quitte la bourse pour s'intéresser maintenant à la dette des États, le marché obligataire. Et là encore, le tableau est tout sauf uniforme. On voit 2 stratégies, mais alors radicalement différentes, pour aller chercher de l'argent. Et ça, c'est incarné par 2 pays voisins. D'un côté, on a le Mali, qui joue la carte de la prudence, qui fait très attention aux coûts, et de l'autre, la Côte d'Ivoire, qui affiche une confiance, on peut le dire, assez impressionnante, et qui va chercher des sommes colossales. Vraiment 2 stratégies, 2 philosophies bien distinctes. Le cas du Mali est super intéressant. Regardez bien, l'État voulait lever 40 milliards de francs CFA, il reçoit des offres pour presque le double. Mais au final, il n'en prend que 44. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que le Trésor malien a dit non aux offres sur 5 ans, parce que les taux d'intérêt étaient trop élevés. Et ça montre une chose, la discipline. On lève de l'argent, d'accord, mais pas à n'importe quel prix. Maintenant, en Côte d'Ivoire, on change complètement d'échelle. Le pays a réussi à lever plus de 320 milliards de francs CFA, sans problème. La demande a été énorme, on parle de plus de 500 milliards d'offres. Ça prouve que les investisseurs ont un appétit féroce. Et ce qui est vraiment notable, c'est que 99% de cet argent vient d'investisseurs locaux. Alors, pourquoi une telle différence de traitement de la part des marchés ? Eh bien, cette citation l'explique parfaitement. La confiance que l'on accorde à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas de la magie. Elle est basée sur des choses très concrètes, la perception que les fondamentaux de l'économie sont solides et que la gestion du budget est sérieuse. Et cette fameuse prime de confiance, elle a un impact très concret. Le graphique ici le montre de façon spectaculaire. Pour emprunter de l'argent sur 3 ans, la Côte d'Ivoire paye un taux autour de 6,8%. Pendant ce temps, le Niger, dans la même région, doit accepter des taux qui frôlent les 11,7%. La différence est juste énorme. Et ça, c'est la divergence à l'état pur. Et on en vient à notre 3e histoire, qui est peut-être la plus spectaculaire de toutes. On va parler du Sénégal et de son arrivée fracassante, on peut le dire, sur la scène énergétique mondiale. C'est une transformation en profondeur qui est en train de se jouer. On va commencer avec le chiffre qui claque le plus. Tenez-vous bien, en un an seulement, entre 2024 et 2025, la production du champ pétrolier de Sangomar a été multipliée par 3. Par 3. C'est ce qu'on appelle une croissance exponentielle. Et pour que ce x3 soit bien concret, voilà les chiffres. On est passé de quasiment 17 millions de barils en 2024 à 53 millions en 2025. Il faut bien se rendre compte, le Sénégal, qui était un producteur quasi inexistant il y a quelques années, vient de changer de dimension. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas au pétrole. Il y a aussi le gaz. Le projet Grand Tortue Ahmeyim, ou GTA, a démarré sur les chapeaux de roue. Il a déjà produit plus de 3 millions de mètres cubes de GNL, c'est-à-dire du gaz naturel liquéfié. Ce qui est malin, c'est que le Sénégal joue sur les 2 tableaux.
pétrole et gaz dès le début. Et impact sur l'économie alors? Eh bien, il est colossal, tout simplement. Le FMI table sur une croissance de 8,4% pour le Sénégal en 2025, et cette croissance, elle est directement liée à ce nouveau secteur énergétique. Pour le pays, c'est un changement de paradigme total. Bon, on a vu ces 3 histoires. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Essayons de rassembler les pièces du puzzle pour avoir une vue d'ensemble. Il y a vraiment 3 mots qui ressortent. D'abord, la volatilité. On l'a vu sur la bourse, avec des hauts et des bas extrêmes. Ensuite, la divergence. On le voit avec les stratégies de dette où le Mali et la Côte d'Ivoire ne jouent pas du tout la même partition. Et enfin, la transformation. Là, c'est l'exemple du Sénégal qui change complètement de ligue économique grâce à son pétrole et son gaz. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il n'y a pas une seule histoire économique pour l'Afrique de l'Ouest en ce début 2026. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est une mosaïque avec des trajectoires qui partent dans tous les sens, des défis énormes, c'est vrai, mais aussi des opportunités qui sont juste spectaculaires. Et tout ça, ça nous amène à la question de fond. Ces 3 dynamiques qu'on a vues, volatilité, divergence et transformation, ce ne sont pas juste des anecdotes. Ce sont les forces qui sont, en ce moment même, en train de sculpter l'avenir de la région. La grande inconnue, c'est de savoir comment tout ça va interagir. Et au final, quelle trajectoire économique ça va dessiner pour les années qui viennent. On va s'attaquer à une question essentielle. Comment on fait pour naviguer sur la bourse régionale des valeurs mobilières? Parce que, entre avoir une information brute et prendre une vraie, bonne décision d'investissement, eh bien, il y a tout un monde. Et c'est de ça qu'on va parler. Vous savez, cette phrase, elle résume tout. Mettre son argent de côté pour le protéger, c'est la base. C'est bien. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est le faire grandir, le faire travailler. Et c'est exactement ça l'investissement intelligent. Voilà la grande question, comment on fait? Surtout sur un marché comme la BRVM où tout ne monte pas en même temps, où il faut vraiment choisir ses combats. La réponse, ce n'est pas de la magie, c'est une méthode. Et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge. Pour bien comprendre ce qui se passe sur la bourse, il faut toujours commencer par lever la tête et regarder le tableau d'ensemble. Le fameux contexte macro. Et en ce moment, l'économie ouest-africaine envoie des signaux très très forts. Le commerce extérieur ivoirien, par exemple, a bondi de presque 30%. C'est énorme. Et il y a un secteur en particulier qui tire tout ça vers le haut. Et ce secteur, c'est l'or. Regardez bien ça. On a un géant mondial, le groupe chinois Zijin Mining, qui met le paquet sur la région. Eux, à l'origine, leur spécialité, c'est plutôt le cuivre. Mais là, ils accélèrent à fond sur l'or africain. Ce n'est pas anodin, hein. Quand un acteur de ce calibre bouge aussi fort, ça veut dire qu'il voit un potentiel de dingue. 140 tonnes, voilà, c'est le chiffre à retenir, c'est leur nouvel objectif de production pour 2028. Avant, ils visaient 110 tonnes, là on passe à 140. C'est un message on ne peut plus clair sur leur confiance dans le potentiel du continent. Et attention, ce ne sont pas juste des paroles en l'air, ils ont sorti le chéquier. 5,5 milliards de dollars pour acheter à Light Gold, qui opère des mines au Mali et en Côte d'Ivoire. Forcément, c'est un effet boule de neige. Ça crée des opportunités en cascade pour tout l'écosystème local, notamment pour les fournisseurs industriels du secteur minier. Bon, on a des milliards qui arrivent, un secteur de l'or en pleine ébullition. Logiquement, on pourrait se dire que la bourse, c'est la fête pour tout le monde, n'est-ce pas? Que tout grimpe en flèche. Eh bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant. La réalité du marché est beaucoup plus subtile. Alors oui, si on regarde juste le gros chiffre, l'indice PRVM Composite, on se dit « waouh !» Presque 11% de hausse depuis le début de cette année 2026. C'est un super démarrage, il n'y a pas à dire. Mais si on gratte un peu la surface, on voit autre chose. Sur la dernière séance, par exemple, il y a eu plus d'actions qui ont baissé que d'actions qui ont monté. Alors comment c'est possible d'avoir un indice qui monte dans ces conditions ? C'est simple, l'indice est tiré vers le haut par une poignée de très grosses entreprises, les poids lourds du marché. Ce sont elles qui pèsent lourd dans le calcul et ce sont souvent elles qui sont dans les secteurs qui cartonnent, comme les mines. Et ce n'est pas tout, le volume, c'est-à-dire le nombre d'actions échangées, a carrément plongé de 57%. La valeur aussi a bien baissé. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que les investisseurs sont prudents, hésitants. Le marché monte, oui, mais sur la pointe des pieds, sans que tout le monde se jette dans la bataille. Donc voilà le point crucial à comprendre, c'est ça la clé de lecture. Cette hausse, elle est sélective. Le rallier est presque invisible pour beaucoup. Ce n'est pas j'achète n'importe quoi et ça va monter. Non, c'est tout l'inverse. Il faut être chirurgical, il faut savoir où regarder. Ok, maintenant qu'on a posé ce décor, voyons un cas concret. Comment un investisseur qui a compris tout ça agit-il ? Prenons l'exemple de Monsieur Yao. Son histoire est une parfaite illustration de la méthode à suivre. On est en novembre 2025. Monsieur Yao remarque des signaux de reprise dans le secteur de l'automobile.
Il ne saute pas sur l'occasion tête baissée, non. Il y analyse, il identifie une opportunité sur le titre Tract Afrique Motors, et là, il investit. Il garde sa position calmement, puis, en février 2026, il vend et il sécurise ses gains. Un plan clair de A à Z, exécuté avec discipline. Et le résultat, il est là. Plus de 20% de performance en à peine quelques mois. Avec un investissement de départ tout à fait raisonnable, il réalise plus de 47 000 francs de gains. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça, ce n'est pas un coup de chance. C'est le fruit d'une stratégie bien pensée. Qu'est-ce qu'il a fait au fond, Monsieur Yao? Eh bien, il a appliqué une recette en 4 étapes. 1. Il a regardé où était la croissance, l'analyse sectorielle. 2. Il a vérifié que le prix de l'action était juste. 3. Il a géré son risque. Et 4, peut-être le plus important, il avait un plan pour entrer et pour sortir. Le timing, c'est la clé. Cet exemple illustre parfaitement la différence fondamentale entre un investisseur et un parieur. L'investisseur, il ne joue pas, il applique une méthode, il a des clés. Et ces clés, elles tiennent en 2 mots, l'analyse et la discipline. Pour l'analyse, il faut des outils, bien sûr. Prenons le PER. Le nom a l'air un peu barbare, mais en fait, c'est super simple. C'est juste un moyen de savoir si une action est chère ou bon marché. Pensez à l'immobilier. C'est comme calculer en combien d'années de loyer on rembourse l'achat d'un appartement. Plus le nombre d'années est faible, plus l'affaire est bonne. Et bien pour une action, c'est pareil. Un PER bas, c'est souvent un très bon signe. Un autre outil indispensable, le volume. C'est le nombre d'actions échangées. Une action qui monte dans des volumes très faibles, c'est un peu fragile. Par contre, si elle monte et qu'en même temps des tonnes d'actions changent de main, là ça veut dire que beaucoup de monde y croit. Le volume, c'est la force du mouvement, c'est la conviction du marché. Mais avoir les meilleurs outils ne sert à rien sans la deuxième clé, la discipline. Et la discipline, c'est quoi? C'est d'abord gérer son risque, c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, la fameuse diversification. C'est aussi avoir de la patience, un horizon à long terme. Et surtout, c'est se former en continu. Le marché évolue, il faut évoluer avec lui. Bon, on arrive vers la fin. Finalement, ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est un changement de mentalité. Il faut arrêter de subir le marché et commencer à le penser de manière beaucoup plus stratégique. Et cette philosophie, elle est parfaitement résumée ici. Des news, des infos, il y en a partout, tout le temps. Commenter l'actualité, c'est facile. Ce qui crée de la valeur, c'est de prendre cette info, de la décortiquer, de l'interpréter pour en faire une décision d'investissement. C'est ça, le vrai travail. Parce que le marché n'attend personne. L'or qui accélère, le commerce qui explose, les indices qui progressent. Tout ça, ce sont des vagues. Et pour surfer une vague, il faut être déjà positionné. Sur la BRVM, l'anticipation, c'est vraiment le meilleur levier de performance. Au final, le marché est là. Les opportunités sont là, mais elles ne vont pas venir frapper à la porte. Elles sont réservées à celles et ceux qui font l'effort de comprendre comment ça marche. Alors, la vraie question, la seule qui compte vraiment, c'est celle-là. Quand est-ce qu'on décide de se former sérieusement pour pouvoir saisir ces opportunités ?